Salut YouTube. Alors. Ouais, en parlant de jeu tout à l'heure, j'ai vu du gameplay de Cyberpunk 2077 et franchement, alors oui, le jeu est buggé un peu partout de temps en temps, on va dire. Par contre, d'un point de vue ambiance, la partie design des assets et tout ça, c'est vraiment pas dégueulasse et il y a vraiment, enfin, on voit que les mecs ils se sont éclatés au niveau des différents types de quartiers et tout ça. Et les quêtes, enfin les histoires et les quêtes sont vraiment intéressantes, je trouve. Alors après, pareil, ça donne envie d'y jouer. Ça donne envie d'y jouer, mais pareil, j'ai pas la carte graphique qu'il faut, donc on va attendre encore un peu. Là, les cartes graphiques, c'est un enfer. Hein. J'ai réussi à en voir un chouïa en dessous des 1000 balles hors taxe. Mais c'est encore trop cher, quoi. C'est encore trop cher. Alors, donc, les tests n'ont pas changé depuis, j'imagine. Ouais, faut. Ça sent. Enfin, soit c'est passager et c'est ok parce que grosso modo le Bitcoin, les crypto-monnaies, le pump des crypto-monnaies a fait que les cartes graphiques ont été vendues à mort pour les fermes de minage. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai vu les cartes graphiques ont été produites maintenant avec c'est les mêmes cartes graphiques, sauf ils ont modifié quelques composants pour grosso modo brider le hashing des crypto-monnaies pour éviter que justement que les mineurs ne fassent qu'acheter des cartes graphiques pour les mines, en fait. Histoire de pouvoir dédier des cartes graphiques minage et des cartes graphiques plutôt pour les joueurs, quoi. Donc c'est un peu particulier. Donc soit c'est ça et bah donc c'est passager, ça va le faire. Et bah soit aussi bienvenue dans le début de la pénurie mondiale, quoi. C'est ça, moi c'est ce que je pense aussi. Tu sens qu'il y a une petite amorce ou aussi euh, bah, avec la mondialisation et tout ça, on a mis les producteurs de composants à un seul endroit. Et parfois même généralement la production des composants et comment dire, la collecte des ressources primaires au même endroit aussi. Et donc bah, quand il y a une pénurie mondiale, grosso modo, le pays en question qui a les ressources et les composants, bah, en fait il produit pour lui. Il va produire pour lui. Et lui-même aussi a bien souvent beaucoup de population à alimenter chez lui pour son propre développement. Donc bah, lui d'abord. Lui d'abord. Ce qui est cohérent. Ce qui est cohérent. Il y a des mecs dans sa merde et tout ça, enfin, qui sont dans la merde dans son propre lieu. Ils lui font des commandes de matos, de machin, de bidule. Par contre, c'est pas le même matos. C'est pas le même matos, c'est rigolo, quoi. Je l'ai vu dans le monde j'ai fait des recherches dans le monde du transport. Si tu veux, t'as des usines de tricycles, de tricycles tracteurs en mode c'est du déplacement low tech, quoi. Le truc qui roule à 30 km/h, mais par contre il peut te tracter 500 kilos. Parfait quand tu veux faire des légumes, quoi, si tu veux. Et les mecs ils en produisent à la chaîne, hein. Donc est-ce que ça va aller en s'empirant et donc dans ce cas-là, la carte graphique va pas arriver tout de suite, hein. La carte graphique risque peut-être même de jamais arriver. Ou est-ce que c'est passager, ça va redonner un petit souffle, on ne sait pas.
Mais il fallait bien, de toute façon, faut bien que ça s'arrête à un moment, hein, tout ça. Hein. C'est con, hein. C'est con de fermer. Quand tu penses à l'électronique français, enfin, je pense juste à l'électronique. Hein. Tu prends tous les domaines de production. C'est un peu dommage d'avoir fermé tout ça à l'époque. Mais bon. Ça c'est bon, ça c'est... Ouais, je crois que même à la fin, c'est même pas pognon, parce que je crois que les mecs, en fait, peu importe ce qu'ils produisent, les usines qui produisent, produisent, en fait. C'est-à-dire que le mec, il va peut-être même pas augmenter les prix et tout ça, il a son carnet de commandes qui est plein sur les 2 prochaines années. Il peut pas plus, il peut pas moins. Il produit tout autant et grosso modo, c'est le premier arrivé, premier servi. Et les mecs, ils se sont tapés des commandes. Ils se sont sûrement tapés des commandes locales en fait. Ce qui fait que, surtout qu'en plus, à l'époque, il y avait Trump aussi qui avait bouli la Chine, si je dis pas de bêtises. Par rapport à Huawei et compagnie, et donc les producteurs d'électronique ont dit ah bah d'accord, et on prend plus tes commandes. Tu viens nous casser les couilles sur le matos qu'on produit, on va plus produire pour toi, on va produire. Notre carnet de commandes peut être plein, donc nous on choisit le carnet de commandes est plein, on choisit qui on met en haut de la pile, si tu veux. Donc pareil, c'est mon avis. Hein. Et j'amplifie sûrement le truc, et c'est peut-être pas comme ça partout, tout ce qu'on veut, mais je suis persuadé ça sent un peu ce truc-là. Quoi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais maintenant que ça a été... Enfin, c'est des trucs qui ont été délocalisés il y a 20 ans déjà, si tu veux, donc... Tu peux plus dire que c'est délocalisé il y a 20 ans. Maintenant, c'est là-bas. Et nous, on a rien. Si tu veux, si on regarde à date, il y a eu une génération qui est passée entre la délocalisation des années 80-90 et ce qu'on a aujourd'hui, quoi, si tu veux. 80-90-2000, quoi. Aujourd'hui, ça délocalise plus grand-chose, puisqu'il n'y a plus grand-chose, en fait. Il y a déjà plus grand chose et plutôt que d'en avoir un petit peu partout, ils ont préféré centraliser le merdier, quoi. Bah on le paye maintenant, de toute façon on l'aurait payé un jour ou l'autre, hein, puisque de toute façon, pour moi les ressources primaires, les ressources principales sur beaucoup de composants ne se récoltent qu'au niveau d'un pays en particulier. Donc même si tu aurais mis des unités de production d'un point de vue industrie, toute la partie manufacture à un endroit, ça n'empêche pas que les matières premières se trouvent à un seul endroit, enfin en tout cas sont très localisées dans le monde, et donc il aurait fallu aussi beaucoup de transport pour les ramener, quoi. Après, de ce qu'on m'a dit, mais c'est pareil, c'est des on-dit, donc je suis pas spécialiste du tout là-dessus, c'est que la France a aussi en fait le choix de la délocalisation pour aussi avoir des ressources stratégiques qui sont non exploitées en France. Comme ça, le jour où tu peux plus exploiter les autres, grosso modo, quand tu peux plus taper dans le gruyère des autres, et tu vas pouvoir taper dans ton propre gruyère parce que tu l'as pas bouffé, en fait. Mais ça c'est une pensée bof aussi, quoi. Parce que le jour où les autres ils auront plus rien et que toi t'as tout, je suis pas sûr que les autres ils vont bien te regarder aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Slurdef. Pour le moment c'est pas rentable, mais je pense qu'on sera plus très loin de basculer où en fait ça va devenir rentable de recycler à ce point-là, en fait. Parce que en fait, grosso modo, à la fin, tu retires, t'as plus de carburant demain, où le carburant coûte tellement cher que même pour alimenter un tracteur, ça coûte trop cher.
bah t'embauches des mecs en fait. Donc à la fin, bah, on embauche des mecs. Les mecs, il faut les payer. Ça va le fruit et le légume va peut-être coûter plus cher, ou alors tu vas forcer ton mode de production pour faire des agricultures bio-intensives, qui fait que avec un mec sur une parcelle, tu peux arriver à être aussi rentable que un mec seul avec un tracteur, mais sur une parcelle qui est 10 000 fois plus grande. Mais par contre, le tracteur, faut l'entretenir. Il faut payer le carburant. Tu vois. Ouais. Oui, quand je dis bio-intensif, c'est l'approche permaculture et compagnie, si tu veux, ou de l'agroagriculture, de l'agroforesterie, pardon, où grosso modo, tu vas hyper concentrer et varier les pousses pour que grosso modo, t'as plus besoin d'engrais, t'as plus besoin de. Par contre, il faut de la biomasse en fait. Tu rajoutes du caca, des feuilles mortes, du merdier, voilà. Tu rajoutes du merdier. Derrière, en fait, tu arrives à produire au mètre carré, en moyenne mètre carré, euh, autant que 10 fois ou 100 fois plus grand en termes de superficie, je crois. Alors que tu n'utilises pas de mécanique lourde. T'as un peu de mécanique, grosso modo, t'as un petit tracteur, mais enfin c'est les tracteurs, enfin non c'est un quad, t'as un quad avec une remorque, grosso modo c'est ça ton outil de travail, c'est pas un tracteur qui fait 15 tonnes avec du matos de mort qui t'a coûté 300K quoi. Bah, la permaculture tu joues aussi avec le vertical parce que t'as différentes strates de végétation et en fait tu joues sur le vertical aussi en permaculture. C'est-à-dire qu'en fait, tu différencies à la fois des zones où tu touches pas, des zones où tu touches un peu plus, des zones potagères, proches de la maison, tout ce que tu veux. Mais tu as aussi, dans chaque zone, un mélange d'espèces qui fait que tu vas pas penser surface au sol, mais tu vas penser en 3 dimensions, et donc tu vas à la fois concentrer au niveau de ta superficie, mais tu vas aussi jouer sur les hauteurs pour faire pousser des trucs dans les arbres. C'est-à-dire que tu vas te retrouver par exemple à avoir un pommier qui a aussi des haricots qui poussent dedans. Parce qu'en fait, tu as fait pousser à côté du pommier, t'as fait pousser une variété de haricots grimpants, tu sais, lianes, qui va se diffuser dans les branches, et tu te retrouves à avoir à côté de tes pommes des haricots qui poussent dessus. Donc ça fait un arbre à haricots, si tu veux. C'est ça, exactement, c'est ça. Grosso modo, sur la même superficie au sol, bah, t'as des pommes plus des haricots, et en plus au sol, en dessous des pommes, tu t'as fait pousser des fraises. Tu vois. Donc sur la même superficie, au lieu d'avoir que des pommes, t'as des pommes, des fraises, des haricots, plus j'en sais rien, tout ce que tu veux quoi. Et en plus, t'as mis un nid, enfin t'as laissé le nid des piafs pour que les piafs puissent vivre dans l'arbre et faire caca autour de l'arbre, tout ce que tu veux. C'est un peu tout le délire, quoi. Et ça demande du temps à se mettre en place, et etc. Et grosso modo, tu vas sortir plus de choses que ce que tu fais rentrer. À la limite, les trucs que tu fais rentrer le plus dans ce genre de truc, et ce qui fait que ça fait chier un peu, c'est que t'es obligé de faire rentrer de la biomasse de l'extérieur, parce que tu produis tellement de fruits, de légumes, que tu as besoin de biomasse, de qualité. Et en fait, bah, t'en bouffes énormément, et grosso modo, c'est pas les 3 chèvres que tu as dans la ferme et les poulets qui font que tu as assez de biomasse, surtout quand tu installes. C'est quand tu es en phase d'installation, quand tu fais les buts, quand tu fais les machins, t'es un peu en galère, quoi. Et j'en ai fait un peu cette année, hein. Je dis ça, j'en fais un peu. Après, j'y vais à l'arrache et je le fais à ma sauce. Mais dans mon jardin, en fait, j'ai quelques arbres, j'ai des lauriers, enfin, j'ai 2 lauriers, 3 lauriers, j'ai un cerisier, etc. En fait, je les ai bien défoncés, je les ai bien élagués, et en fait, ils sont repartis. Il n'y avait plus une branche sur l'arbre, c'était juste un tronc. Faut voir ça, c'est un tronc sans branche, en fait. T'as l'impression que l'arbre, il est cané.
Et en fait, au printemps, il est reparti, il a refait des nouvelles branches et il repart de plus belle. Donc l'arbre, il a pas cané. Et en fait, ces branches, je les ai pas amenées à la déchetterie pour que les mecs, ils en fassent de la biomasse ailleurs. En fait, j'ai conservé les branches sur mon terrain. Donc là, moi, mon jardin, c'est un vrai bordel. Et le jardin est pas très grand, donc c'est un bordel. C'est un enfer. Mais par contre, j'ai commencé à creuser dans le sol des buttes, en fait. C'est-à-dire, grosso modo, je balance des branches dans le trou et je remets la terre par-dessus, ce qui fait que ça fait une petite butte. Et là, on a fait... Bon, là, la butte, elle est pas très grande. C'était pour expérimenter le truc, et puis j'avais pas le matos pour bien creuser. Mais on a fait... on a planté les tomates, on a fait du piment d'Espelette, on a fait des courgettes, on a fait du tournesol aussi pour prévoir plus tard de faire des céréales et tout. Et bah, ça donne, quoi. Hein, ça pulse. Hein. Ça pulse, et j'ai fait ça sur, allez, peut-être 1 m², quoi. On a fait, ouais, 1 m² ou 2 m² à peu près. Et on a mal fait des choses et tout, donc c'est pas top, c'est pas dingue, mais en tout cas, ça sent bon, et donc moi, là, après, je vais continuer ça, quoi. Et tout en sachant que là, l'élagage des arbres, tu le fais tous les 2-3 ans, t'as autant de branches que la dernière fois que tu les as coupées, donc en termes de biomasse, c'est plutôt pas mal. À l'échelle familiale, à l'échelle d'une famille, tu peux commencer à faire quelque chose d'intéressant. Après, c'est sûr, ça demande du temps, des connaissances que tu mettras pas ailleurs. Mais par contre, t'as le plaisir de bouffer tes propres légumes, quoi. Mais bon, pareil, le terrain est pas super bien adapté. C'est un petit jardin de ville. J'aurais bien voulu mettre des poulets, des bordels, mais là, tu vois, pour le moment, c'est pas faisable. Donc on verra plus tard si on va pas se déplacer un peu ailleurs, quoi. Alors, allez, je continue l'attaque. Et enfin, je dis tout ça aussi, c'est par rapport à ce qu'on dit, où ça va peut-être puer de plus en plus. Et donc, ça serait peut-être bien qu'on se bouge. C'est pour ça que ça m'emmerde. J'ai une espèce de dualité là sur ce que je fais là par rapport à RFC. C'est que je prends plaisir à développer un jeu vidéo, mais en même temps, est-ce que passer du temps à développer un jeu vidéo, c'est bien, enfin, c'est utile à mort pour, euh, pour la société? Et donc, je me pose des questions sur bah, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de faire autre chose? D'essayer de partir sur un autre projet Mais le problème, c'est que si je fais ça à chaque projet, ça va être chiant, mais j'aurais voulu... C'est pour ça que j'avais fait Bangerang, en fait. L'idée, c'était d'essayer d'apporter une aide d'un côté en essayant de fournir un logiciel d'un côté. Bah, il y a ça, voilà, il y a ça. Ouais, mais Slurdev, j'arrive à vivre en fait déjà. C'est-à-dire que je vis déjà avec mes 3 jours de boulot par semaine et c'est ok. Et donc les 2 jours, c'était ok. Est-ce que je peux pas dédier 2 jours? C'est-à-dire je fais ma part en mettant 2 jours sur quelque chose. Euh, et en même temps, j'aimerais bien sortir du mode prestation et tout ça, quoi. Ça serait ça. C'est un peu l'idée, mais oh, c'était aussi l'idée. Mais le truc, c'est voilà, est-ce que le jeu sera à un moment rentable au point qu'il puisse me donner de l'indépendance pour faire autre chose? C'est toute la question, en fait. Mais c'est ça. C'est ce que je me dis aussi, Zizou. C'est ce que je me dis. En fait, tu reprends ce qu'a dit Méo, mais c'est ça. C'est ça. C'est l'idée. Parce que je regardais aussi. Tout dépend ce qui se passe aussi en 2022 aussi. Hein. Enfin, je dis ça, je suis peut-être un peu bisounours, hein, mais en fonction de pour qui la France va voter en 2022, tu peux avoir une transition sociale intéressante. La notion, enfin, il y a quand même des groupes politiques aujourd'hui qui veulent essayer de pousser le travail libre, enfin, avec des notions de salaire universel, tout ce que tu veux,
où grosso modo, on n'a plus besoin d'avoir un employeur pour avoir un revenu. Et en tout cas, rien ne nous empêcherait de réduire. Si ce revenu-là nous convient, eh ben, on peut bosser sur ce qui fait sens pour nous, quoi. Un peu l'idée, quoi. Moi, je me le fais moi-même là parce que j'ai réussi à me le faire moi-même, mais si tu le fais, ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas si ça sera Coluche, je sais pas. Bah, je sais, je l'ai pas regardé jusqu'au bout, je l'ai partagé sur le Slack parce que je me dis que c'est quand même intéressant et puis libre à chacun de partager ce qu'il a envie, enfin de partager les autres, on va dire. Mais j'ai regardé le début du discours de la fin de la campagne d'université d'été de la France Insoumise. C'est pas dégueulasse, hein. Le discours est bon, c'est un discours rassembleur et un discours très militant, donc camarade, tu vois. Enfin, moi j'aime ça, mais je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Mais pour peu que tu sois dans ce genre de sensibilité, un minimum, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, mais j'attends de voir. Enfin, je suis pas encore tombé je suis pas allé jusqu'au bout en fait de la vidéo et donc j'ai pas encore lu ou vu la discussion sur le programme, ce qu'ils veulent faire concrètement. Mais enfin, si tu veux, entre choisir un nouveau modèle social, quitte à ce qu'il y ait des difficultés, mais on va les encaisser tous ensemble et puis un mode chacun pour sa gueule chacun pour sa gueule et que le meilleur gagne, tu peux choisir, c'est ça qui est bien, quoi. Normalement, ouais. Normalement, il prévoit toujours la 6ème République. Il prévoit aussi de repousser les valeurs générales de la France dans le monde d'une manière un peu plus vénère et surtout par rapport à l'Europe, grosso modo, d'essayer de pousser le modèle social français tel que eux ils l'imaginent un peu partout dans le monde pour accélérer la transition des pays dans le monde sur un autre modèle social, si tu veux. Enfin, en tout cas, ça parle beaucoup de ça, si tu veux, parce que il y a la montée des eaux, il se passe plein de choses dans le monde, il y a des régions dans le monde où ça pulse, il y a des régions dans le monde où c'est le bordel et tout. Et donc la France veut pouvoir, enfin, ils veulent que la France puisse aider tout ça, tout en faisant aussi une politique intérieure en France. Où, comme je te disais, ils veulent faire la 6ème République. Ils veulent instaurer grosso modo les mécaniques de démocratie directe, ou en tout cas plus directe que ce qu'on a aujourd'hui avec le RIC, avec tout le merdier. Et aussi revoir ils veulent faire la 6ème semaine de congé. Ils vont sûrement vouloir revoir les politiques de revenus de base façon SMIC et RSA et compagnie, et les retraites en dessous du SMIC, enfin tu vois, essayer d'arrêter ce genre de conneries. Et peut-être donc par conséquence taxer le capital, enfin taxer les revenus du capital, donc taxer peut-être les frais bancaires, des transitions, enfin des transactions bancaires ou je sais pas quoi. Et peut-être augmenter les impôts sur les sociétés, mais c'est ok. Ok. Si derrière t'arrives à partir sur ce genre de plan d'action au niveau de la France et au niveau international, c'est intéressant, quoi. Entre ça ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Mais je suis pas allé jusqu'au bout. Je suis pas allé jusqu'au bout, donc j'ai pas trop. Puis chacun doit se faire son idée par rapport à ça. C'est pas mon. Par contre, je trouve intéressant de partager quand il y a. C'est-à-dire que moi, ça va m'intéresser aussi de voir les autres
J'aimerais bien voir les autres présentations des autres partis politiques pour que je puisse faire mon choix, quoi. Ok. Alors, là, ça va être intéressant. Là, ça va être intéressant. On est sur le cas où on n'a pas le droit. On peut pas attaquer parce qu'on n'est pas dans le range. Enfin, ouais, on n'est pas à portée. Donc, là, je pense que j'ai un truc un peu complexe parce que je joue avec les diagonales ici. Je suis en position 2-2 et l'autre, il est en position 24-24. Donc, ce que je me dis, c'est est-ce que je ferais pas un cas plus simple d'abord où en fait, je me dis, je suis trop loin horizontalement et je suis trop loin verticalement. Et après, on fait je suis trop loin en diagonale. Et après, on essaye de voir s'il n'y aurait pas un intermédiaire entre les deux. Je suis trop loin dans une diagonale à 30 degrés ou un truc comme ça. Gérer la distance. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi par là? En attendant, je prépare les tests, hein. Je te laisse me répondre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'y problème. Donc là, on était... Ah oui, oui, la notion de réduction, la réduction de dégâts par rapport à la portée par rapport à la distance de tir. Je pense pas, j'en avais parlé la dernière fois, que ça aurait pu être intéressant de faire ce genre de choses. Mais je pense que pour commencer, ça vaut peut-être pas le coup de dire, bon, allez, la distance entre le tir et la touche fait qu'on a une réduction de dégâts si on est très loin. Ouais, en V2, ou plutôt d'abord poser la question aux joueurs si ça fait sens pour eux de partir là-dedans, ou est-ce que non, grosso modo, ton arme, peu importe la distance, si tu touches, quoi. Et par contre, qu'on bosse autre chose. Qu'on bosse sur... Enfin, qu'on ajoute, par exemple, différentes armes. Tu vois, différentes armes, différents effets, de partir sur du skill. Mettre du skill, faire des combos, se cacher, se mettre à couvert. Tu vois, par exemple, la réduction de dégâts par rapport à un couvert. Et sur la carte, t'as des couverts, des gros couverts, tu vois, et t'as des couverts en mode, bon, le couvert, il est là, mais c'est un couvert en bois, si tu veux. C'est un couvert en plastique, tu vois, jeu de mots. Et donc, quand tu as le couvert en plastique, là, ça va retirer un petit peu de dégâts parce que la balle va traverser le truc, ça va la stopper un peu, mais par contre, tu vas quand même bouffer, quoi. Arcase, on est en train de faire un jeu de combat de robots en tour par tour. Alors après, est-ce qu'on garde des robots ou est-ce qu'on fera autre chose? Je sais pas encore. Et dans une optique, en fait, où dans le jeu, directement, on a un système de tournoi e-sport intégré. Où on va pouvoir créer des tournois, on va pouvoir s'entraîner pour ces tournois-là. Et derrière, on aura éventuellement de la redistribution de gains. Enfin, il y aura des cash price sur le tournoi. Dans une démarche e-sport en fait, dans le but de faire des événements e-sport intégrés dans le jeu en fait. Donc on va faire le premier je suis pas à portée et donc on va se mettre en X2. Merci Méo. X2, Y2 et donc je reste en X2 et par contre je me mets en Y2 et je me mets en X24. Donc c'est-à-dire que il y en a un qui est tout à... Ouais, je fais mon propre moteur de jeu, donc là on est en code pur, il n'y a pas de framework, on est en TypeScript et grosso modo on est en architecture ECS dans le monde du jeu vidéo et de ce que j'ai compris de CS, c'est la première fois que je développe un jeu. Et
Et donc là, on fait les règles de gameplay et on utilise des outils de test. On fait du testing pour valider les règles de gameplay. Et quand on aura terminé quand on aura terminé le minimum des règles de gameplay qui nous permettent de jouer à minimum au jeu, on va mettre en place la technologie pour gérer l'affichage, la communication client-serveur pour gérer le multijoueur et tout ça. Mais d'abord, le moteur de jeu, le moteur de tournoi, le moteur de... Enfin, quand je dis le moteur de jeu, ça inclut le match, donc l'arène, le combat, et le système de tournoi, le système de lobby, etc., etc. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire avant d'avoir le jeu qui soit jouable, mais on avance au fur et à mesure. Donc voilà, donc là on va faire un premier test où en fait on a la tour A qui est en position X2, Y2 et la tour B qui est en position X24, Y2. Donc grosso modo on a une tour tout à gauche et une tour tout à droite, mais horizontalement, enfin elles sont horizontales en fait, elles sont alignées. Il n'y en a pas une qui est un peu en dessous, un peu au-dessus, parce que là après il faudra gérer du radian ou du merdier, donc là on va voir d'un point de vue... approche incrémentale, comment on va gérer cet aspect radiant, tout le merdier, quoi. Donc là, il faut que je rajoute la position. On va créer la position 24-2, là. Tac, 24. 24-2. Ok. Ça, c'est bon. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir... donc, on veut pas... On dit qu'il n'y a pas d'événement envoyé, donc on veut pas que ça touche. Par contre, on va avoir une notification en plus. On veut rajouter une notification. Et la notification, ça va être... Out of range. Notification message. Tac. Et au final, la reprise se fait plutôt pas mal. Hein. Bon, après, je suis toujours aussi lent, ça avance pas. Mais je suis content de voir qu'au final, j'arrive à faire avancer les use cases, même après un mois de vacances. Ça, c'est cool. Tac. Ça, c'est OK. Par contre, il y a tout le before là qu'il faut que je rajoute. Le before. Mais ouais, comme j'ai dit la dernière fois, c'est ça. C'est surtout pour ça. Tu m'as découvert. C'est pour ça que je développe un jeu, c'est pour pas y jouer, en fait. Je développe un jeu parce que je suis nul aux jeux vidéo. Et donc, je développe des jeux pour les autres. Comme ça, c'est les autres qui se prennent une branlée. Et moi, je regarde et je me marre. Voilà. Et je vais vous mettre des règles qui... je vais faire un... là, on a vu qu'on fait de l'ECS, on a des systèmes, hein, d'accord. On fait de l'ECS, on a un drawing system, on a un attacking system, on a un générique system, un hit system, life cycle, match, phasing, machin. Et bah, si je vous fais ça, et puis quand je vous fais un... Voilà. Vous anticipez le merdier, là, si je vous fais un chez system. Hein. Donc, commencez pas, sinon je vais mettre des règles de gameplay totalement pétées. Et tu vas tirer une requête, t'as une chance sur 10 qu'elle te revienne dans la gueule. Tu vois. En mode, tu oses utiliser... Par contre, ça fait très très mal. Ça fait très très mal, c'est-à-dire que si elle part et qu'elle touche l'adversaire, l'adversaire il se prend une vraie branlée, mais par contre, t'as une chance sur 10 qu'elle te revienne dans la gueule. Tu vois. T'imagines...
Il y avait un jeu comme ça, j'avais kiffé. J'y ai jamais. Si, j'ai joué une fois. J'avais vu. Il y a un jeu. C'est un jeu de roulette russe. C'est un petit jeu flash à la con. Un petit jeu web. C'est super mignon. T'as un soldat et t'as un flingue sur la tempe et tu dois gagner de l'argent en jouant à la roulette russe. Et genre, si tu meurs, tu dois recommencer depuis le début, un truc comme ça. Donc c'est un espèce de roguelike. C'est un roguelike basé sur la roulette russe. Et j'ai trouvé ça super, super rigolo, quoi. Et donc t'as des skills qui fait que t'as un peu plus de chances de moins de... Enfin, tu peux retirer des balles ou ce genre de délire, quoi. Ça, c'est rigolo. Mais par contre, Méo, ce que t'as dit, on en parle, ça peut vous ouvrir les chakras pour de prochaines règles du jeu ou comment on pourra faire évoluer le gameplay. J'aime bien parler de ça, je trouve ça intéressant. C'est que j'ai quand même pensé demain à comment rendre le jeu ouvert aux évols dont je ne serais pas initiateur. C'est-à-dire, grosso modo, comment rendre le jeu ouvert aux mods. Pour faire simple. Donc, grosso modo, on aurait, si je devais réfléchir à comment on fait ça, on pourrait avoir la possibilité de rajouter des systèmes additionnels ou de remplacer des systèmes existants par un système identique, mais avec le contenu de l'algorithmie qui changerait. Donc, pour faire évoluer. Donc ça, je trouverais ça intéressant. Être capable d'injecter des systèmes supplémentaires ou de remplacer un système par un autre système. Ce qui permettrait donc d'enrichir le gameplay et aussi la possibilité de générer les événements qu'on veut, en fait. C'est-à-dire la possibilité de créer des événements supplémentaires et de pouvoir dire que je veux émettre un événement totalement custom qui n'est pas traité de base par le jeu. Et donc, grosso modo, de faire aussi vu qu'on peut remplacer des systèmes ou qu'on peut ajouter des systèmes supplémentaires, c'est grosso modo être capable de modifier le routeur, là, qui se trouve ici, le Game Event Dispatcher, pour pouvoir dire, quand on a un nouvel événement, quand on va rajouter des événements modés, par exemple, il va falloir les envoyer à un système spécifique et donc il va falloir rajouter des règles dans le Game Event Dispatcher pour dire bon bah voilà, il y a un nouvel événement, il faudra l'envoyer à ce système-là, en fait. C'est un peu... Quand je réfléchis à tout ça, c'est pour ça que c'est intéressant de développer par rapport à une approche architecturale donnée et de respecter cette architecture, parce que ça permet aux autres parties prenantes qui connaissent eux aussi cette architecture de travailler le jeu par rapport à ce modèle d'architecture-là. J'aurais pas fait de l'EC, j'aurais fait un truc totalement bâtard. Ça aurait été compliqué de partir en mode évolution du jeu, en mode modding. Alors que là, si je dis aux gars, je dis à des modeurs, vous pouvez vous éclater avec le jeu, il est ouvert au modding, et grosso modo, on est en ECS et vous pouvez rajouter des systèmes, vous pouvez rajouter des events, des bordels. Le mec, normalement, il est à la maison, quoi. Il est serein sur ce qu'il devra faire, en fait. Je sais pas si je suis clair, mais... En tout cas, ça me semble clair pour moi. Et j'avais réfléchi à ça pendant les vacances. J'aurais trouvé ça... Dans ma tête, j'ai trouvé ça sympa, justement, de faire ce genre de choses. Alors, donc j'ai mis le before... on est en player 1. Ah oui, la position. Donc la position, on veut en 24. Voilà. Je lance mes tests, je pense que ça va merder, mais d'ailleurs je suis encore en trou là. Tac. Je lance le test à nouveau. Alors, pas que, mais en fait, l'idée, c'est aussi le joueur ou peu importe qui pourrait proposer des events custom
en rajouter en tout cas, ou reprendre des événements existants mais les lancer par un système tiers qui serait développé par la communauté. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, et pareil pour les entités. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'après, les entités, au niveau du... actuellement, la création des entités, si je reprends le create, tu vois, là, on a grosso modo des événements qui dit voilà ce que je veux créer. Voilà ce que je veux créer. Et après, on a un système qui, d'un point de vue algorithmique, dit ce qu'il faut faire pour chaque entité. D'accord. Mais c'est du code. Ce que je me dis, moi, demain, c'est OK, il y a toujours des événements pour dire que je veux créer quelque chose. Pas de problème. Par contre, on ne met plus la stratégie de création d'une entité dans de l'algorithmie. On le mettrait dans du fichier de config, dans une forme d'asset, c'est-à-dire d'un asset de jeu, qui permet de dire, bon bah voilà, enfin, je pense surtout aux unités jouables et tout ça. L'idée, c'est de pouvoir dire aux joueurs, est-ce que vous voulez pas créer vos propres unités parce que là, bon, on a le robot basique et la tour basique, mais est-ce que demain, on voudrait pas faire un robot qui vole, euh, un chat, un chat, Macron, enfin, tu vois, on s'en fout, tu vois. Tu peux créer, grosso modo, l'unité que tu veux avec... Donc, tu vas définir l'unité que tu veux. L'unité va avoir un certain nombre de points ou des skills. Tu sais, tu vas faire un descriptif de l'unité que tu veux. Tu dis, je veux qu'elle ait des skills, qu'elle ait de l'équipement, qu'elle ait machin. Bah, il y aurait de ça, mais en fait, l'idée, c'est de dire, est-ce que demain, je pourrais créer des armes? C'est-à-dire qu'il y en a, tu fais un système qui permet de créer des armes et tu peux créer toutes les armes que tu veux pour les déclarer dans le système comme quoi tu peux les fabriquer, tu vois. Si on reste en pure algorithmie, moi j'aurais pensé à 10 types d'armes, à 10 armes, et grosso modo, si ça reste au niveau de l'algorithmie, quelqu'un d'autre pourrait pas avoir une idée pour créer une autre arme, si tu veux. L'idée c'est de dire, est-ce qu'on pourrait pas créer des armes différentes comme si c'était des assets. Donc, est-ce qu'on le gère en mode asset, comme tu pourrais avoir du dessin c'est-à-dire, tu pourrais avoir, comment dire, le robot, on lui met en termes d'affichage une image de robot, enfin, tu sais, un PNG, une image en PNG avec la transparence qui va bien, qui fait un petit robot en pixel art. Ou alors, on remplace ce petit morceau-là par pas un robot, mais une pièce ou un petit Mario. Tu vois, par exemple, tu remplaces la tronche du robot par Mario. Et en fait, dans ton jeu, c'est pas un robot visuellement et d'un point de vue expérience, c'est pas un robot, c'est Mario que tu vas jouer, en fait. Tu vois, de donner la capacité au joueur de customiser son expérience pour que ça colle avec son univers à lui et qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire. Tu vois, si le mec qui veut jouer avec un robot, il joue avec un robot. Si le mec qui veut jouer avec Macron, il joue avec Macron. On s'en bat les couilles, tu vois. Mais lui, par contre, du moment qu'il prend plaisir à jouer avec les assets qu'il a envie, tu vois, c'est ce que je me dis, ça pourrait être intéressant. Mais derrière, comme tu dis, il y a le système de pièces ou comment dire, de, de, de magasins ou ce genre de choses. Mais ouais, ouais, pas de souci. Bah moi en attendant, alors attends, j'avais lancé, on est donc out of range. Par contre c'est pas le 11, c'est le 7. C'est le 7, out of range horizontal. Voilà. Donc, il n'y a pas Playera.
Oui, parce que j'avais fait un player B. Ok, donc ça, je le renomme en player A. Avec un player ID. Ok. Toujours player ID là-dedans. Tac. Ensuite, entity with ID player B not found. J'ai cherché player B à un moment. Ah oui, non, c'est là. Ouais. Donc. Tac. Donc. Tower player A. Qui veut taper sur la tour du player B. Voilà. Je pique ça. Ok, donc là, on a... Merde, j'ai modifié les mauvais trucs. Oh là là. Au secours. C'était pas le bon, c'était pas le bon. Je me suis trompé de test. Ça, hein, je me suis trompé de test. Ouais. Putain. Au secours. Ça, je manque, je suis pas attentif. Ok, donc horizontal. Ok, et là j'avais mis un player B. Donc là je fais un player A là-dedans. Voilà. Voilà. Ok. Je relance mes tests maintenant. Ok, donc là maintenant il me dit il y a un problème. Je suis censé avoir du out of range et là j'ai un bad phase. Donc déjà, je devrais pas avoir un bad phase, je devrais avoir un hit event à la place. Que je veux faire en sorte, là pour le moment, je fais pas le. J'ai fait les checks, est-ce que c'est à moi de jouer et est-ce que c'est à ma tour de jouer. Normalement, j'ai dû passer ça et quand je passe ça, normalement dans l'algorithmie, j'envoie l'événement d'attaque. Mais là, moi, ce que je veux, c'est de dire, OK, à la place d'avoir un événement d'attaque, je suis censé avoir une notification qui dit que je suis pas à la bonne portée. Sauf que pour le moment, j'ai pas mis l'implémentation dans le code de cette vérification, mais pour autant, il aurait dû tirer. Sauf que là, il tire pas, il dit juste j'ai un problème de phase. Donc j'ai dû me tromper au niveau de la phase. Je suis en player at tower phase, et là, je fais une attaque tower A, player A. Et donc, bah, c'est bizarre, normalement, je devrais pouvoir tirer, ou alors à moins que j'ai fait une connerie. Tower A, tower. Je vais renommer tout ça parce qu'à chaque fois, On va d'abord mettre... Je vais d'abord mettre player A, et là, player A tower ID. Ça va modifier pas mal de choses, mais c'est pas grave. Ça, je vais le mettre en boucle. Tac. Player B. Tower ID. Merci Arcase. En tout cas, merci d'être passé, hein. C'était cool. À la prochaine.
Robot. Tac. Et un player B robot. Tac. Je suis pas censé avoir un bad phase. Je suis en player at tower ID et ma phase c'est player at tower phase. Pourquoi? Ah oui. Ah oui, là je rajoute des composants player B. Ouais, bah oui, là je fais de la merde, putain. Je fais de la merde. Donc là, ça serait du player A tower ID. Et là, c'est un player A en robot ID. J'ai mon micro qui remonte tout seul, ça casse les couilles. Pourquoi? Ah oui, j'ai fait de la merde. Il faut que je renomme. J'ai mal placé. J'ai mal placé Entity IDs. J'ai fait de la. Ouais. J'ai fait de la merde. Player A, Robot ID. Voilà. Ok. Donc, là, je devrais être un peu mieux. J'ai affecté les mauvaises tours et les mauvaises. Voilà. Et donc là, voilà. Là, j'ai l'événement d'attaque qui est parti. Alors que je ne veux pas d'événement d'attaque qui est parti. Par contre, je veux un événement de notification qui dit out of range. Par contre, pourquoi je l'envoie au player... Non, je dois pas l'envoyer au player B. J'ai dû me tromper. Ouais, c'est ça. Je dois mettre un player A. ID. Voilà. Donc là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Ça marche pas. Hein, ça marche pas, mais par contre... Pourquoi j'ai un true false, là? Puisque... Ouais, donc là, j'ai un trou... Ouais, ok. Donc là... J'ai fait une erreur. Putain, je traîne ça depuis je sais pas combien de temps. C'est pareil, je lis pas. Hein. Je lis pas. Ok. Ok. Donc, j'ai bien le hitable qui est parti. Il y a le hit qui est parti, donc c'est un problème. Et donc, j'étais censé avoir du out of range et je l'ai pas. Ok. Donc là, je peux reprendre mon attaque système. Attacking system, pardon. Et donc là, avant de faire l'attaque, il faudrait que je fasse un check de distance, en fait. Donc,
Pour faire ça, mon game event là, mon game event, c'est... On a un attaqueur et on a une target. Un attaqueur et une target. Donc ça veut dire que j'ai l'attaqueur ID ici. Et donc je dois avoir la... Il faut que je fasse la target. Ah, d'abord je vais le faire en dur. Je vais le faire en dur. Is target on attacker range. Donc si on n'est pas à portée, dans ce cas-là, on va émettre send event, notify event, player ID, et le message c'est out of range notification message. This, donc une petite méthode privée dans la classe. Voilà, en privé. Private. On va typer ça en booléen, comme ça, ça va plus gueuler en haut. Voilà. Et donc là, on pourrait faire... Roméo. Ah, t'as vu le jeu, t'as vu mon interface de jeu? Elle est là. Ça y est, tu peux jouer. Donc là, je vais fournir le robot ID et... non, l'attaqueur ID. Donc là, j'ai l'attaqueur ID. Donc si je prends l'attaqueur ID... je le mets ici. Attaqueur. Position. Normalement, je peux faire un this interact with entities. J'ai mal noté. Attaqueur ID. Qu'est-ce qui lui va pas, lui? Ah oui, j'ai fait de la merde. Donc, retrieve entity by ID. Et derrière, ce que je peux faire un retrieve component. Et donc, normalement, je veux un physical component. Et normalement, j'ai la position. Voilà. Donc là, j'ai un attaqueur position. C'est une position. C'est... tac. C'est un emplacement XY. Hein, donc, grosso modo, c'est une position dans un espace en 2D. Donc là, j'ai la position de l'attaquant dans l'aire de jeu. Parfait. Ensuite, tac.
on va faire un Defender. Target, pardon. Target position. Non, parce que en fait, c'est un range. La direction, je suis pas sûr que ce soit nécessaire parce que c'est un range qu'il va nous falloir. Parce que là, pour le moment, grosso modo, on dit que quand tu veux attaquer quelque chose, tu lui tires dessus et ça va le toucher. En fait, on fait pas la physique de la balle et tout le merdier, donc on n'a pas la trajectoire de la balle à gérer. Grosso modo, si t'es à portée, tu lui tires dessus, ça va le toucher. C'est vraiment la règle basique. Et demain, par contre, on fera demain, quand on voudra aller plus loin, on fera un système où en fait on veut tirer on a une arme. C'est-à-dire déjà c'est pas le robot qui tire, c'est l'arme du robot qui tire une balle. Donc on va générer une entité balle qui va avoir une vélocité, qui va avoir un vecteur grosso modo qui va avoir une limite à terme qui va avoir si on veut faire une vraie physique, elle va avoir une force de propulsion, tu vois. Ouais, bah en fait, non, dans l'idée, c'est que pour le moment, tu sais, on va pas gérer est-ce que je te touche dans le dos, est-ce que je te touche à côté, est-ce que je suis face à toi ou ce genre de choses. Grosso modo, tu tires. Donc en fait, il n'y a pas de notion de direction pour le moment. Hein, pour le moment, à terme, on va rajouter des règles de gameplay qui seront plus poussées quand on sera à cette étape-là où les joueurs vont nous dire ton truc est un peu bateau, machin. Parce qu'à terme, on va rajouter des obstacles. Comme tu dis, on va avoir de l'orientation, on va mettre en place de la physique, en tout cas au niveau des balles et tout ça, on va mettre enfin, de la balistique, on va peut-être appeler ça de la balistique, et donc on va peut-être faire un ballistic system ou ce genre de choses, quoi. Mais pour le moment, c'est pas là. Pour le moment, c'est pas là. Oui, oui, j'ai bien compris que tu parlais du tireur. J'ai bien compris que tu parlais du tireur, mais je te dis là, pour commencer, on va dire que le tireur, on s'en fout de comment il est placé. Quand on lui dit de tirer sur une cible, il va tirer sur la cible. En fait, peu importe son, son orientation. En tout cas, pour commencer, hein, c'est vraiment pour faire le système le plus con possible qui nous permette de tirer sur quelque chose. Mais demain, par contre, je suis d'accord avec toi. Demain, par contre, il faudra peut-être s'orienter dans le bon sens et tout ça, quoi. Et justement, ça sera les joueurs. Les joueurs vont nous dire s'ils veulent ça, c'est quoi la priorité pour eux, tu vois. Et là, grosso modo, ce qui serait intéressant de dire, donc on aurait éventuellement un max. euh, on aurait une max position, enfin un max range, par exemple. Et demain, même le range, c'est ça qui serait rigolo. C'est que demain, là, quand on fera un système d'attaque avec des armes, ou même des balles, enfin non, avec des balles, ça sera différent parce qu'on aura des pertes de vélocité dans le temps ou des choses comme ça qui fait qu'à la fin, la balle va toucher le sol ou ce genre de délire. Ça, on pourrait partir là-dedans. Mais si on veut faire un truc intermédiaire, en fait, on dit une arme a une portée maximale. Et donc, au lieu d'avoir une portée générale, une portée maximale générale, par défaut, on pourrait aller récupérer la portée maximale de l'arme, en fait. Vu que le joueur a tiré avec cette arme-là, quelle est la portée maximale de cette arme? Et donc, dans ce cas-là, bah, si t'es pas à portée, t'es pas à portée. Donc, bah, là, on peut faire un if attaqueur position X moins target position X. Si c'est supérieur,
Le gros problème, c'est que il n'y a pas de direction. Il me suffit d'avancer en diagonale et de tirer après chaque mouvement. Tu finis par toucher sans toucher la... je vois pas. En plus, là, je l'ai pas encore mis dans les tests, mais on a aussi les points d'action hein, qui vont se réduire. Hein. Quand on va tirer, on va consommer, on va retirer du point d'action de, 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 dans la phase, en fait, dans la phase du joueur. En plus. En fait, ça va être dans l'attaque, en fait. Dans l'attaque, on va à la fois retirer, on envoie l'événement de touche, en fait. C'est ça qui, c'est la touche qui fait qu'on retire des points de dégâts. Mais on va aussi retirer des points d'action dans la phase de jeu. Donc tu peux pas te déplacer, tirer à l'infini. Et on fera aussi du retrait de points d'action dans le déplacement. Donc... Oui, mais à condition que tu sois à portée. C'est-à-dire que là, la cible que tu veux attaquer n'est pas à portée, ça va pas toucher, en fait. Ou alors je comprends pas là où tu veux en venir. Ça, c'est possible. Hein. Parce que là, grosso modo, d'ailleurs, même on va mettre la target. Là, j'ai une target à 24. Ouais, c'est ça, il y a une portée de X cases. C'est ça. Il y aura une portée de X cases. En fait, là, pour faire le plus con possible, en fait, pour tomber dans le cas précis, on veut... si la position de... je vais pas faire l'algorithmie de base, je vais faire le truc en mode basique, grosso modo. Je veux tomber dans mon use case. Grosso modo. On va dire, si jamais ma position de X, elle est à... position... Donc là, lui, il était en X2, Y2. Et que... Non, ça, c'est mon attaqueur. Donc, c'est X24, Y2, normalement. Je vais faire un truc vraiment basique. Et que l'attaqueur position est égal à position X2, Y2. Un truc comme ça. Donc si on n'est pas à portée... Et donc j'aurais besoin donc, du target ID. Target ID. Et donc là, la target ID, on va la créer ici. Après, ça se trouve, ce que tu dis, hein, c'est vrai, hein, Méo. Il n'y a pas de... Anti-type by anti-type, anti-type, target. Voilà. Combien de cases en... J'ai combien de cases en portée bah, en fait, on peut mettre ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, pour le moment, dans notre test unitaire, on est sur on va jusqu'à 24, je crois. Si je reprends les portées là que j'ai définies, de manière générale, on va jusqu'à 24. Et par contre, demain, si on veut faire 500 cases, en fait, il faudra adapter la portée maximale par rapport à l'environnement de jeu qu'on veut. Mais je pensais, par exemple, faire une portée à 10, une portée max à 10, pour commencer. Et après, c'est l'affinage des règles de gameplay. Et limite, demain, comme je t'ai dit, on va affecter la portée aux armes quand on aura la notion d'équipement.
on pourra affecter la portée au robot, enfin à l'arme du robot. Et même demain, quand on fera des systèmes de crafting ou je sais pas quoi, ou de power-up, en fin de combat, à la fin, quand tu as flingué le robot et que tu as des points ou des pièces, et bah, tu pourrais dépenser des pièces pour augmenter la portée de ton arme, par exemple. Tu vois. Donc ça, tu fais grosso modo du système de crafting un peu simple qui dit, bon, contre 10 pièces d'armes, je t'augmente la portée de 1. Tu vois. Et donc après, ton robot va pouvoir se spécialiser en sniper. On peut aussi augmenter la cadence de tir. Augmenter la cadence de tir veut dire que grosso modo, tu vas dépenser moins de points d'action pour tirer. Ou tu tires 2 fois, tu vas tirer 2 balles sur quand tu vas vouloir tirer, ça, ton arme qui est à tir unique va se transformer en mitraillette et donc tu vas pouvoir tirer 2 fois. Ou alors tu augmentes le dégât des balles. Tu vois, t'augmentes le calibre. Ce genre de délire, tu vois. Voilà, bah en fait, tu peux faire plus de dégâts soit avec la balle, c'est-à-dire tu mets des balles qui font plus de dégâts, soit tu augmentes le nombre de balles ou le nombre de points. Enfin, tu fais un joyeux mélange entre moins de points d'action pour tirer ou plus de dégâts par balle, ou un mélange des deux, qui fait qu'à la fin, tu vas tirer beaucoup de balles avec beaucoup de dégâts par balle. Ou tu augmentes la portée pour être à une distance plus loin pour pouvoir toucher, et donc t'es en mode fufu sniper. Et l'autre, il a pas assez de portée, et donc il va te défoncer. Ou la tour n'a pas assez de portée, et toi, tu peux défoncer la tour à distance de l'autre parce que toi, t'as pensé à augmenter la portée, alors qu'au niveau de la tour, le mec, il a augmenté les dégâts de la tour. Donc grosso modo, il peut pas se défendre. Il y a tout un délire, là-dessus. Et quand tu augmentes la portée au bout d'un certain... Imaginons demain, tu veux faire un système où quand tu as augmenté la portée jusqu'à un certain niveau, ton arme est flaguée sniper, c'est-à-dire qu'en fait, elle a une capacité de snipe, ou alors si tu augmentes la cadence de tir, ton arme devient de type mitraillette, et donc la mitraillette fait que tu vas tirer plus de balles, mais par contre les points d'action vont augmenter, enfin ça va consommer plus de points d'action de tirer avec parce que tu as une cadence de tir plus élevée. Ou pareil, le sniper, quand tu augmentes trop la portée, nécessite de viser plus longtemps et donc tu augmentes le nombre de points d'action. Et si tu utilises un flingue et que tu augmentes les dégâts du flingue, tu passes en mode gros calibre. Et donc le gros calibre te donne du recul et donc ça augmente aussi le point d'action. Enfin tu vois, il y a tout un délire. Il y a tout un délire là-dessus, tu vois. Et l'idée, c'est d'être capable de pouvoir tirer. Donc, il faut quand même conserver le nombre de points d'action assez bas pour pouvoir tirer. Enfin, il y a tout un truc à voir, quoi. Ok. Donc, au niveau là, de mon attacking system, là, si je lance le test, j'ai plus de problème de compilation nulle part. Est-ce que j'ai mon test qui passe? Non. Alors là, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. J'ai fait ça. Alors, j'ai pété le scénario 7, j'ai pété le scénario 4, le 3. Ouais, bah là, justement, j'ai plein de trucs qui sont pas apportés parce que j'ai utilisé la portée max dans les autres tests. Donc là, ce qui serait bien, c'est justement... il est où le test? C'est ça que j'ai vu là sur Python. Sur Python, en fait, on peut avoir des systèmes de tests, en fait. Là, ça me le fait pas, hein. Ouais. En fait, il y a un plugin pour Python où, en fait, quand tu fais tes test suites en Python, tu peux les avoir ici. Et donc, tu peux directement, quand tu as une test suite qui plante, tu peux directement aller sur la test suite qui va bien. Enfin, c'est... là, au niveau Mocha, je pense qu'il y a des frameworks et des outillages en termes de testing que je ne connais pas bien en TypeScript et JavaScript, qui permet d'aller à l'endroit où ça marche pas, d'aller sur le test qui va pas, etc. Et donc d'être beaucoup plus rapide pour récupérer les tests.
Ouais, faudrait que je regarde, mais parce que le problème, c'est que moi, le problème, je sais pas si t'as vu, mais au niveau de mes tests, j'ai tellement... j'ai toujours un grand describe ici, au niveau d'une, on va dire, d'une feature qui est un événement pour moi. Et après, derrière, ça, c'est de la facto, en fait. Moi, mes tests, ils sont au niveau du client scénario, en fait. Enfin, même pas, ils sont dans mes tests for each. Et donc, après, là, c'est mes tests. C'est les tests que j'ai spécifiés ici. Donc, c'est The Entity, là, voilà. Ça c'est mon test. C'est là où il y a le hit, normalement. Voilà. Les hits sont factorisés. Donc, le problème, c'est que j'ai pas la, si j'utilise de l'outillage, je pense pas que je vais arriver au niveau du scénario qui se trouve ici. C'est là où je veux arriver en fait. C'est le scénario qui a planté et ça, je pense que j'ai tellement factorisé les tests qui fait que je peux pas utiliser l'outillage de testing qui m'amène au bon endroit. Je pense. Hein. Après l'avantage c'est que j'ai quand même mis mes ID de scénario qui vont bien, qui me permettent de les récupérer. Quoi. Il est ici. Alors, le problème, c'est que là... Bah, là, par exemple, je suis à portée parce que j'ai... Pourquoi il me dit que j'ai pas la range? Je dis que je veux taper la tour A, la tour B. La tour A, elle est en X2, Y2, et l'autre, ouais. Ah oui, c'est parce qu'il y a le deep. En fait, il fait pas l'égalité sur le deep. C'est vrai. Ça, c'est chiant, putain. C'est WallabyJS qui l'utilise? D'accord. Faudrait que je pense à regarder. Donc ça va pas en fait. Vu que ça, c'est un... Je peux pas faire une égalité sur les objets parce que grosso modo, c'est pas le même emplacement mémoire et donc c'est foireux. Donc en fait, je suis obligé de faire X... de tester... dans le détail la position en fait. C'est un peu casse-couille. Ah oui, oui, oui. Je crois qu'on... Oui, c'est vrai qu'il y a... Je me rappelle maintenant. Donc là, je teste X. Là, je teste Y. Bah déjà, moi, je peux tester que X. Je peux tester que X, en fait. Quand on y pense. Parce que là, pour le moment, je suis en train de tester l'horizontal. Le vertical, on s'en fout un peu, quoi. Ok. Là, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Tac. Ok. Le 7. Le 4, il y a un problème. Le 4, le 3, le 2 et le 1. Ok. Donc là, je pense que j'ai... Le 1, normalement, il aurait dû être bon. Ah oui, non, 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 c'est l'inverse. Justement, là, je suis trop loin. Là, je suis trop loin. Ok. On va y arriver. Algorithme de mort. Ouais, pas de problème. Donc là, ok. Là, les tests passent. Mais par contre, là, j'ai mis des trucs en dur, en fait. On est sur des trucs en dur. Il faut pas position 24 et position 2. Donc, il va être midi pour moi aussi. On va faire la pause. Merci, merci Méo de me montrer qu'il est midi. C'est cool. On se fait une pause. On se fait une pause déj. Et on reprend juste après avec le refacto, en fait. L'idée, c'est qu'on retire les trucs en dur qui sont ici. Donc, refactor. Voilà. Allez, salut YouTube, des bisous.